Et comme ça, Ça va, vous allez bien? Vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc, voilà, nous allons commencer le TP numéro 4. Alors, après avoir défini notre structure de données, c'est à partir d'un MCD, à partir des conceptions. Quelqu'un a oublié. D'accord, très bien. Donc, après avoir défini notre structure de données à partir d'un MCD, à partir des conceptions complètes et validées, et après avoir manipulé quelques instances dans ces tables, c'est-à-dire insérer, modifier, supprimer des données dans ces tables, nous allons maintenant afficher ces informations aux utilisateurs. Hein. Donc, c'est afficher ces données aux utilisateurs. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant appartient au côté serveur ou bien au côté admin. Et vu que nous sommes les administrateurs de l'application, nous avons accès à toutes ces informations. Nous avons accès à toutes ces données. Mais nos clients, les autres utilisateurs, n'ont pas accès à ces informations. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les templates. Voilà. Nous allons utiliser ce qu'on appelle les templates pour afficher quelques informations, pour afficher quelques données aux clients. C'est-à-dire rendre ces informations accessibles au public. Voilà. Au public ou bien à un ensemble spécifique des utilisateurs, si vous voulez minimiser ou bien limiter un peu l'accès à ces ressources. Voilà, je vais accepter les participants. Ok, très bien. Vous arrivez à m'entendre? oui, Ok, Oui. très bien. monsieur. Très bien. Ok. Nous allons utiliser les templates pour... C'est quoi tes templates d'abord? Donc, nous allons utiliser les templates pour afficher des informations sur le web. Et donc, c'est quoi un template? La définition d'un template. C'est-à-dire des fichiers HTML qui vont gérer la partie interface utilisateur. D'accord? Tout simplement, un template, c'est des fichiers HTML qui vont gérer la partie interface utilisateur. Maintenant, c'est quoi le HTML? Le HTML est un langage de modélisation. C'est un ensemble de balises utilisées pour afficher du contenu sur le web. Et aussi pour structurer et organiser le contenu d'une page web. C'est ça le langage HTML. Je pense surtout l'année passée. Voilà. Dans ce contexte, nous allons découvrir le design of pattern MVT, modèle view template, le modèle MVT, ce qui est similaire en fait à l'architecture MVC, modèle view controller, qui est en fait très très connu dans le web. Alors, Django est basé sur le modèle MVT, modèle view template, pour organiser le développement de toute application autour de ces trois pôles, modèle, view et template. Et donc, un utilisateur va envoyer une requête au serveur de Django. Django va définir un chemin URL qui sera utilisé pour envoyer une réponse HTTP, c'est-à-dire via cette URL, Django va répondre à cette requête, ou bien la réponse correspondant à cette requête sera envoyée, ou bien renvoyée via cette
URL. D'accord? Voilà, c'est-à-dire le chemin URL via lequel je vais répondre à cette requête. C'est-à-dire répondre à cette requête. Donc l'URL est le premier point d'entrée de votre application. Donc, le premier point d'entrée de votre application, c'est le chemin URL. Et par la suite, associer une fonction envio à cette URL, c'est-à-dire appeler une fonction à partir de cette URL. Une fonction qui va répondre à cette requête. C'est la fonction qui va répondre à cette requête. C'est la fonction qui se charge de répondre à cette requête. Voilà. Cette fonction va interagir avec les modèles. C'est pour récupérer les données nécessaires à partir de votre base de données. Donc, le fichier qui est en relation directe avec la base de données et le modèle. Cette fonction va interagir alors avec les modèles afin de fournir les informations nécessaires pour répondre à cette requête et par la suite envoyer ces données vers un template. D'accord? L'étape suivante, c'est d'utiliser les templates HTML pour afficher ces informations. Voilà. Cette fonction va récupérer d'abord les informations, par la suite, les envoyer vers un template pour un affichage éventuel. Voilà, envoyer les données au template. Voilà. Et enfin, finalement, renvoyer le résultat sous forme d'un template. Voilà, donc renvoyer ce template via cette URL précédemment définie. D'accord? Donc, une fois qu'on se trouve sur cette URL, on va appeler une fonction, d'accord, qui va nous répondre à une requête. Et la réponse sera accessible à partir de cette URL. Donc, à partir de cette URL, je vais afficher un template. L'effet et la réponse sur ma requête. On verra tout de suite une application directe de tout ça pour bien comprendre le fonctionnement de son modèle. Voilà, nous allons donc, dans ce TP, vous allez voir une application directe de son modèle et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà, très bien. Alors, pour notre TP, vous êtes là? Allô, allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, très bien. Alors, on va continuer. Pour notre TP, nous allons afficher à nos clients la liste de tous les produits. Voilà. Nous allons, donc le but est d'afficher la liste de tous les produits disponibles dans une interface utilisateur. Ou bien, tout simplement, nous allons répondre à la requête quels sont les produits disponibles. Nous allons répondre à cette requête. Voilà. Nous allons afficher à nos clients la liste des produits, de tous les produits, ou bien la liste des produits disponibles chez nous. Tout simplement, c'est ça. Alors, commençons par, mais tout d'abord, on commence par la création d'un nouveau dossier template. En commençant par la création d'un nouveau dossier template dans le répertoire de votre application produit. C'est l'application de TP précédent. Alors, moi, je ne dispose pas encore de l'application produit de TP précédent. Alors, je commence par la créer. Voilà. Donc, je vais ouvrir un terminal. Voilà. Pratiquement, je vais refaire le TP précédent. Je vais refaire le TP numéro 3. Voilà, je vais ouvrir le terminal. Et je vais attendre un peu. Alors.
je vais réouvrir le terminal. OK, je commence par activer l'environnement. Donc, c'est la première étape à faire, c'est d'activer votre environnement virtuel pour pouvoir travailler avec Django. Alors, je vais créer une nouvelle application qui s'appelle Produit, mais je dois d'abord me placer à l'intérieur de mon projet. Donc, c'est vers le projet 1, projet 2, pardon. Voilà, c'est là où j'ai le manage. Très bien, voilà, c'est ici. Je vais lancer la commande de création d'une nouvelle application. C'est comment créer une nouvelle application? Django admin, pardon. Et start app, ce sera produit. Monsieur, Oui? monsieur, نخدموا en même temps معاك. Non, c'est pas la peine. Ok. Juste me suivre. Parce qu'en fait, ça, c'est le TP numéro 3. Et pour faire le TP numéro 4, j'ai besoin de TP précédent. C'est tout. Donc, normalement, vous l'avez fait, Adam. Oui, monsieur. Vous l'avez fait la fois passée. OK. Je commence par la création de l'application produit. Voilà, de l'application, voilà, des nouvelles applications produits. La première des choses à faire après avoir créé une nouvelle application, c'est quoi? La première des choses à faire après avoir créé une nouvelle application, c'est Modifier le setting. très bien, c'est de l'ajouter à la section Installed Apps dans le Settings. Donc, je vais aller à la section Installed Apps et à la fin, je vais rajouter mon application produit. Et je sauvegarde. Très bien. L'étape suivante est de modifier le fichier models de mon application. C'est de modifier le fichier models de mon application. Voilà. Pour décrire la structure de ma base de données. Commençons par la table produit, donc classe. Le nom de la table, ou bien le nom de la classe, c'est product. Cette classe qui hérite de models. Voilà. Alors, à quoi sert cet héritage? Donc, j'ai défini une classe product qui hérite de models. Pourquoi j'ai rajouté cet héritage? Pour l'ORM, monsieur. L'ORM, monsieur. Voilà, c'est pour faire appeler l'ORM. Et donc, c'est pour créer le lien entre la représentation de la table en Python, ici, dans le models, et la table en elle-même, en SQL de la base de données. Donc, j'ai un peu, bon, ça hérite de models, c'est l'ORM. Et plus précisément, c'est la structure d'une table. Donc, modèle, ça veut dire une table. Hein. Donc, je ne vais pas hériter tout l'ORM, mais seulement la structure de création d'une table dans l'ORM. Voilà. Commençons par le nom du produit. Donc, le name qui est égal à toujours modèles. Maintenant, je vais importer le char field avec la taille maximale. Là, voilà. GTH. Voilà. Qui est égal à 50 par exemple. Et puis, nous avons le price qui est réel. Donc, c'est float. Voilà. Avec une taille maximale égale à 10 par exemple. Et nous avons, je pense, la date de création. Donc, created, voilà. At qui représente la date de création du produit, égale à models.dateTimeField en mettant l'option AutoNow égale à true, c'est pour la remplir automatiquement. C'est pour remplir ce champ automatiquement par
la date et l'heure de votre système d'exploitation. Voilà. Nous avons une deuxième classe qui s'appelle comment? Catégorie. Catégorie, très bien. Toujours l'héritage de modèle. Et j'ai le cat name, par exemple, qui est égal à modèle.toujours charfield avec une taille maximale égale à 50 par exemple. Et j'ai aussi la table ingrédients. Voilà. Ingrédients avec ing name. Très bien. Maintenant, oui. Dans le produit, ajoutez des INGRS, les deux. Très bien. Je vais parler des relations. Bon, on commence par les attributs. Maintenant, j'ai déclaré tous les attributs de mes tables, n'est-ce pas? Une fois toutes les colonnes sont déclarées, maintenant on passe aux relations. Nous allons maintenant déclarer les relations entre les tables. On a dit que les relations se déclarent dans la table qui contient la clé étrangère. C'est après le passage au modèle relationnel. Donc, entre produit et catégorie, j'ai la catégorie comme clé étrangère dans la table produit. Non? Donc, on rajoute, pardon, on rajoute l'attribut catégorie qui est égal à models. Donc, c'est une clé étrangère qui fait référence à la table catégorie. Ah bon. Oui, madame. Ah, pardon, ok. C'est bon. Voilà, très bien. Voilà, donc avec une suppression delete égale models.cascade avec une suppression en cascade. Très bien. Ça veut dire si on supprime une catégorie, tous les produits qui appartiennent à cette catégorie vont être supprimés. Et nous avons la deuxième relation, la relation de type plusieurs à plusieurs entre product et ingrédients. Donc je rajoute, on peut le faire en utilisant l'option many-to-many field de Django. Donc je définis ça, ingrédients avec S. C'est une liste, hein, la liste des ingrédients du produit. Donc c'est toujours models.many-to-many fields, voilà. Un champ de type plusieurs à plusieurs, en relation avec la table ingrédients, et le nom de la relation inverse, related names, est égal à, par exemple, prod avec S. En fait, ça c'est le nom de la relation. Le nom de cette relation, c'est l'on souhaite y accéder à partir de l'autre table. Si on souhaite y accéder à partir de la table ingrédients. Bon, nous allons la manipuler à partir de la prochaine séance, Inch'Allah, pour la mieux comprendre. Voilà. Ok. Très bien. Alors, vous avez catégorie et ingrédients ici soulignés en orange. C'est normal. Et si j'ai déclaré quoi? J'ai déclaré un attribut catégorie qui fait référence à la table de catégorie. Voilà, à une table non encore créée. Hein. La table catégorie n'est pas encore créée. Donc, vous avez deux solutions pour régler ce problème. C'est soit de déclarer d'abord la table de catégorie. Hein. Donc là, c'est comme si la colonne catégorie ou bien l'attribut catégorie, elle fait référence à une table non existante. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas que Python, c'est un langage interprété. L'interprétation du code est ligne par ligne, ligne après ligne. C'est-à-dire, bon, si c'était un langage compilé, on n'aura pas ce problème. Hein. Mais comme un langage interprété, on a ce problème. Donc, je peux soit commencer par
déclarer la table de référence d'abord, et là, j'ai réglé le problème de la table catégorie. Comme j'ai une deuxième solution, c'est de mettre ça entre guillemets, hein, comme ça. Et ça va régler aussi le problème. D'accord? C'est bon? Ça va? Jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. Ok, très bien. Maintenant, l'étape suivante, après avoir modifié la base de données, c'est quoi? Donc, après chaque modification dans la base de données, pour appliquer ces modifications, je dois lancer quelle commande? Make migrations. Très bien. Donc, c'est Python. Je vais utiliser le fichier manage.py pour préparer les migrations. Make migrations. Très bien. Alors, je suis dans l'application produit. Voilà. Si je lance cette commande, un fichier sera créé ici dans le dossier migrations. Donc, cette commande va générer un fichier dans voilà. J'ai new change. Why? CTRL S. Apparemment, je ne vais pas sauvegarder rien. CTRL S. Voilà. Je vais refaire la commande. Voilà. Monsieur, pardon. Oui. معليش كاين اللي حابين يدخلوا. Ok, très bien. Attendez. Tout accepter. Voilà. Voilà, parfait. Voilà. Alors, cette commande, la commande Make Migrations, permet de générer un fichier Python contenant les modifications à apporter. Donc, cette commande, en fait, c'est pour préparer les modifications à apporter. Ces modifications-là, je vais préparer les modifications à apporter sur ma base de données dans un fichier Python. Celui-là. Voilà. Je peux l'ouvrir et je vais trouver que voilà, Python, pour chaque table, par exemple, pour la table de catégorie, alors, pour la table de catégorie, j'ai mis que catégorie name, alors que j'ai le ID, donc j'ai le catégorie name et j'ai le ID. Alors, on a appelé, lors de la création de nouvelles tables, on peut ne pas spécifier la clé primaire, Django va la rajouter automatiquement. Voilà, donc il m'a rajouté ça, une colonne ID, et la désigner comme primary key. Très bien. Si vous voulez la renommer, vous avez la possibilité. Hein, donc, vous pouvez ici, si vous voulez avoir un autre nom, par exemple ID4, donc vous avez la possibilité même de le modifier avant d'appliquer la migration. Hein. Donc, Make Migrations, c'est pour préparer les modifications à apporter dans un fichier Python. En fait, avec des instructions, il fait l'ORM. D'accord? Parce que j'ai tapé des commandes Python. Voilà. Les commandes Python ne sont pas directement interprétables par l'ORM qui va créer ces tables en SQL. OK? Donc, automatiquement, il va générer le code. OK? Un code, il fait facilement l'ORM. Maintenant, si vous voulez appliquer ces modifications, vous pouvez taper la commande migrate même. Migrate, ça veut dire exécuter le fichier. Hein? Migrate. Le fichier 001 initial.py. Voilà. Donc, vous avez les instructions, enfin, les modifications à apporter pour les trois tables, la table product, la table ingrédients et la table catégorie. Je peux maintenant, je sauvegarde, CTRL S, et je lance les migrations. Très bien, donc mes trois tables seront créées dans la base de données. Maintenant, pour afficher ces tables, bien pour les intégrer à l'espace d'administration de Django, je dois les rajouter dans le fichier. Quel fichier? Le fichier admin. Si on veut intégrer des modèles dans notre espace d'administration. Je commence par importer mes trois tables. Donc, from models import, j'ai la table product, pardon. Oups. Product, la table ingrédients et la table
catégories. Et maintenant, je peux les intégrer dans mon panneau d'administration de Django avec la commande admin onSite.register, entre parenthèses, le nom de la table à mettre. Oops, product, what's happened? Product admin.site.register. Product. Voilà. C'est pas product. Ah oui, je me suis trompé. Ok. Je reviens vers admin. Donc j'ai la nommé par erreur, ça, c'est pas grave. Je vais refaire la même chose pour ou bien je vais la renommer. Hein. Je préfère de la corriger. Hein. Donc c'est PR, mais je dois relancer les migrations. Hein. Parce que c'est des modifications dans la base de données. Donc je dois repréparer les migrations. Voilà. Donc cause modèle produit name to product. Yes. Catégorie ID. Ok. Voilà. Et je dois relancer les migrations une autre fois. Donc, je reviens vers le admin. Maintenant, j'ai la table product, la bonne table. Voilà. J'ai la table ingrédients et la table catégorie. De cette façon, mes trois tables seront accessibles à partir de l'espace d'administration de Django et donc je peux les manipuler, hein. Je peux insérer, modifier du contenu dans ces tables sans avoir touché au code, c'est à partir de l'espace d'administration. L'étape finale, c'est de lancer le serveur, c'est ça? C'est run server. Voilà. Et je vais accéder à l'espace d'administration de Django. Voilà. Ici. /admin. Voilà. Donc, la table catégorie produit, c'est le nom de l'application. Hein. Donc, j'ai l'application avec le nom produit. Dans cette application, j'ai trois tables. J'ai la table catégorie, la table ingrédients et la table product. Bon, je peux insérer des éléments. Donc, je peux rajouter des catégories en cliquant sur Add. Et là, je peux rajouter voilà, une catégorie, par exemple, les poissons. Sauvegarder, même pour ingrédients. Hein. Je peux insérer des ingrédients. Voilà. Je rajoute un autre. Très bien. Comme je peux insérer des produits. Product name, ce sera ces produits, voilà, par exemple, gâteau, avec un trait de 3000, par exemple. Bon, c'est pas la bonne catégorie, hein, mais bref. Voilà. Avec ces deux ingrédients. Et je sauvegarde. Très bien. Alors. Maintenant, on peut aller voir la structure de notre application. Ici, dans Visual Code, là, je peux visualiser la structure de ma base de données. Hein. Alors, mon projet. Voilà ma base de données. Donc, je fais clic droit, Open Database. La base de données va être ouverte ici. Voilà, clic. Maintenant, le nom de l'application, c'est produit. Donc ça, j'ai le nom de l'application qui précède le nom de la table. Voilà, donc produit, c'est le nom de l'application. Dans l'application produit, j'ai une table de catégorie. Je peux même voir son contenu. Donc si je clique ici, non, j'ai une catégorie. Hein. Très bien. Voilà la catégorie que je viens d'insérer. La même chose pour ingrédients. Donc, j'ai ces deux ingrédients que je viens d'insérer. J'ai la table product que je viens de créer. Et vous avez une quatrième table. C'est bien la table
la table qu'on a qui sera créée automatiquement avec comme résultat de décomposition de la relation plusieurs à plusieurs. Hein. Donc, on a la relation plusieurs à plusieurs permet de créer une nouvelle table entre les deux tables, une table intermédiaire. C'est la table Product et NJS. Donc, il a appelé comme ça. Alors, je peux même visualiser le contenu de cette table. Voilà. Maintenant, cette table, la table créée automatiquement, comme il s'agit de relations plusieurs à plusieurs, cette table stocke les associations entre les produits et les ingrédients, permettant ainsi de savoir quels ingrédients sont présents dans quel produit, ou bien l'inverse. Bon, nous allons l'exploiter ou bien la manipuler le prochain TP, Inch'Allah, pour mieux comprendre cette table. Hein. Donc, pas pour le moment, mais le prochain TP, Inch'Allah, nous allons l'exploiter, nous allons la manipuler pour la mieux comprendre. Très bien, donc ça c'était le TP de la fois passée. Bon, moi c'est clair. Vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Ah, ok, très bien. Maintenant, pour le TP d'aujourd'hui, on va commencer le TP d'aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est on nous a demandé de créer un dossier template dans le répertoire de notre application. L'application qui s'appelle template avec S, faites attention. Monsieur, tu peux Voilà. accepter. نعم Tu peux accepter les gens, justement. مازالوا يجوا روطان وين راهم ما كاين حتى واحد بارك الله فيك. Ok. Alors, je commence par créer un dossier template dans le même répertoire que mon application produit. Et par la suite, bon, ce dossier va contenir le fichier YAML comme un premier template. Donc ici, dans définir tous les templates de mon application produit. Commençons par le premier template qui est le index.html. Donc, je vais créer un fichier HTML, par exemple index.html, comme premier template de notre application. Ce fichier-là, le fichier index.html, il sera utilisé pour afficher la liste de nos produits. D'accord? Ah, oups, j'ai oublié un truc. Ok. Alors là, là vous remarquez que chaque est affiché sous forme d'un objet, n'est-ce pas? Donc, pour la table produit, vous avez Product Object 1. Pour la table ingrédients, vous avez Ingredient Object 1, Object 2, etc. Si vous voulez avoir un affichage personnalisé, c'est-à-dire afficher le nom de l'objet, par exemple, hein, vous pouvez rajouter une fonction qui s'appelle str, c'est à l'intérieur de votre modèle. Donc ici, là où j'ai les modèles, non? Par exemple, au lieu d'afficher les produits comme des objets, hein, Product Object 1, Product Object 2, etc., je peux choisir un type d'affichage en utilisant la fonction string. Hein. Alors, nous allons définir une fonction à l'intérieur de notre modèle. Hein, donc, c'est à l'intérieur de notre modèle, au même niveau que ses attributs. Donc, je mets dev. Dev, c'est pour définir une fonction en Python. Hein. C'est une fonction qui s'appelle str et qui prend en entrée
le self, ça veut dire le modèle lui-même, hein, c'est le modèle product en entrée. Et qui return quoi? Return, pardon. Là, vous mettez ce que vous voulez afficher. Hein. Par exemple, je veux afficher le nom. Donc, c'est self.name. Self, ça veut dire le nom du produit lui-même. Donc, c'est self.name. Bon, vous pouvez même rajouter le price. Donc, plus, par exemple, une chaîne de caractères. Voilà, entre parenthèses, par exemple, je mets. Voilà. Et je rajoute plus self.price. Donc, j'affiche. Au lieu d'afficher price, oups, j'ai mis son E. Et non, avec le E, mais c'est pas grave. Donc, price plus, et je ferme les parenthèses, hein, la chaîne de caractères. OK, donc au lieu d'afficher product object 1, ici, je vais afficher le nom du produit suivi par son trait. Alors là, il m'indique concatenate str to float. Alors là, le price, c'est float, n'est-ce pas? OK, float. Okay. Donc, je dois utiliser la fonction str pour faire le casting. Je mets le casting. Hein. Je transforme le price en string hein, pour pouvoir le concaténer avec une chaîne de caractères. Très bien. Voilà. Je reviens. Très bien, donc la table product, très bien. Donc j'affiche le nom, suivi par le prix. Je peux même insérer unité, hein, par exemple, en dinar. Très bien. Ça, c'est juste si vous voulez avoir un affichage plus personnalisé. Hein. Donc au lieu d'afficher comme ça, ingredient object 1, object 2, quelque chose plus significatif. Hein. Voilà. Vous pouvez faire la même chose pour les deux autres modèles. Hein. J'ai mis que la fonction str que pour la table product, mais vous pouvez la rajouter même pour la table catégorie et la table ingrédients. Très bien. Je reviens vers l'UTP numéro 4. Donc, on commence par la création de dossier. C'est bon, j'ai créé le dossier. J'ai créé le fichier HTML qui sera utilisé pour afficher la liste du produit. Alors, nous, voilà, comme nous sommes les administrateurs de l'application, nous avons accès à ces informations. Donc, comme nous sommes les administrations de l'application, on peut voir la liste des produits. Mais les autres utilisateurs, les clients, n'ont pas accès à ces informations. Ça, c'est évident. Alors, ce qu'on va faire, on va leur donner la possibilité d'accéder à certaines informations en utilisant les templates. Donc, on va afficher la liste des produits dans un template. C'est le template que je viens de créer, c'est le template index.html. C'est pour rendre ces informations accessibles au public. C'est ça le but ou bien l'objectif de notre TP. Voilà. Voilà. L'étape suivante, c'est quoi? Donc, c'est quoi? J'ai créé le template. L'étape suivante, on va créer un fichier URLs, mais cette fois dans le répertoire de notre application produit. Voilà. À l'intérieur de l'application produit, je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle urls.py. Un fichier urls.py. Et l'étape suivante, c'est de modifier le fichier urls.py de projet pour inclure dans les URL du projet les URL de notre application. Alors, vous avez déjà un fichier URLs, mais dans projet 2, j'ai déjà un fichier URLs, là où j'ai tous les chemins URL fonctionnels pour le moment. Vous pouvez vérifier la section URL patterns et vous allez trouver que pour le moment, vous n'avez que le chemin admin. C'est-à-dire, à partir de localhost, je peux accéder que au chemin admin. Si je mets autre chose qu'admin, j'ai erreur. OK?
Avec que le chemin admin qui est accessible pour le moment. D'accord? Donc là, nous allons définir un nouveau chemin. Voilà. Donc, nous avons déjà un fichier URL dans notre projet. OK? Nous avons Oui, monsieur. déjà un chemin URL dans notre projet. Là, on va modifier le fichier URL de notre projet pour inclure les URL de notre application, c'est-à-dire pour inclure les URL que je vais définir dans ce fichier URL, c'est le deuxième, hein, ce fichier-là. OK? Donc, la première des choses à faire, c'est d'accéder au fichier URL de projet et de rajouter ça. Donc, un nouveau chemin. Je mets la chaîne vide et je vais inclure les URL de mon application. Donc, produit ici le nom de l'application, suivi par le nom de fichier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Donc, le fichier URL de mon application. Donc, ici, je vais définir toutes les routes, tous les chemins de mon application produit. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le fichier URL global? Donc, on a un fichier URL global, c'est celui-là, et j'ai un fichier URL local. Donc, ça, c'est les URL de mon projet. Ça, c'est les URL de mon application. Donc, dans le fichier URL de mon projet, j'ai rajouté ça. Ça veut dire quoi? Alors, je crois que c'est à partir de chaîne vide. Donc, la chaîne vide, ça veut dire, ça correspond au localhost. Hein. Ça veut dire à partir de HTTP 127.0.0.1 hein, c'est à partir de ça, à partir de localhost. Donc, la chaîne vide, c'est ça. À partir de localhost, les URL que je vais définir dans mon application, hein, les URL que je vais définir ici, les URL que je vais définir mon application seront accessibles. D'accord? Donc, c'est pour rendre les URL que je vais définir dans mon application reconnus par le projet. Tout simplement, c'est ça. D'accord? Donc, le fait que j'ai rajouté ça, maintenant, je peux tranquillement définir les URL de l'application produit ici, dans le fichier local de mon application. Je vais juste copier ça et je vais l'insérer là. Non, c'est pas ça pour le moment. Je supprime ça, je supprime. Voilà. J'ai pas besoin là, j'ai besoin de ça. Très bien. Alors maintenant, nous allons définir le premier chemin de notre application produit. Ça sera, bon, la première partie, c'est le nom du chemin URL. Donc, on va l'appeler par exemple liste produit. Ça veut dire quoi? Je viens de définir un chemin où ce mot liste produit. Ça correspond à quoi? Donc voilà, ça correspond à ça. Localhost / list produit. Donc voilà le chemin que je viens de définir. Pour le moment, ça vous affiche un problème. Enfin, c'est logique parce qu'on ne l'a pas encore programmé. Hein. Donc je viens de rajouter un nouveau chemin URL. L'étape suivante, c'est d'associer à cette URL une fonction. Alors, c'est bien le chemin URL via lequel je vais afficher la liste du produit. Hein. Donc, la liste du produit sera accessible à partir de ce chemin URL. Donc, j'ai une requête HTTP. Quels sont les produits disponibles? Je vais afficher la liste des produits disponibles à partir de cette URL. Tout simplement, c'est ça. Mais je dois associer une fonction à cette URL.
je dois associer une fonction A qui sera exécutée une fois qu'on se trouve sur cette URL. C'est bien la fonction qui va nous répondre à la requête. Donc, je mets views. On va la déclarer par la suite. Donc, je mets views. On va la déclarer dans le fichier views, hein, celui-là. On va la déclarer ici. On va l'appeler, par exemple, afficher / produit. On va la nommer afficher produit. Ça, c'est la fonction qui va nous répondre à la requête, quels sont les produits disponibles. Et ça, c'est le chemin URL à partir duquel la liste des produits disponibles sera accessible, ou bien sera accessible, la liste. Je parle de la liste. Alors, maintenant, pourquoi on sépare les URL de l'application des URL de projet? Alors, je séparer les URL de mon application des URL de projet. Donc, on a le fichier URL. J'arrive pas à entendre. Ihsan, c'est ça? Qui essaie de parler. D'accord. Alors, pourquoi on sépare les URL de projet des URL de l'application? Dans quel but? Parce que, en fait, je peux directement définir le chemin directement dans le fichier URL de mon projet. Hein. Donc, je peux directement définir le chemin ici. J'ai cette possibilité. Hein, et ça marchera sans aucun problème. Donc, je peux directement définir les chemins de mon application produit dans le fichier URL de mon projet. Mais, en fait, Django est basé sur ce qu'on appelle la programmation par composant, c'est-à-dire que le développement de chaque composant se fait à part. Okay? C'est-à-dire le développement de chaque application sera à part. Et donc, chaque application doit avoir ses propres chemins URLs dans un fichier à part. C'est juste pour, en fait, respecter ce principe, le principe de la programmation par composant. C'est une question d'organisation, hein, c'est tout. Sinon, on peut directement travailler avec le fichier URLs de notre projet. Voilà. Très bien. L'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est de définir cette fonction. C'est la fonction qui va nous répondre à la requête quels sont les produits disponibles. Alors, on passe maintenant au fichier views. Hein. Ici, nous allons définir toutes les fonctions de notre application. Hein. Aujourd'hui, nous allons définir la première fonction. Pour déclarer une fonction en Python, on utilise le def. Def pour définir une fonction. D'accord? Donc, Nayasmina afficher produit. Cette fonction qui prend comme paramètre en entrée le request, c'est-à-dire le mot-clé request, c'est quoi? C'est la requête de l'utilisateur, hein? C'est la requête HTTP. Donc, on ajoute toujours le mot request. C'est un objet qui représente une requête HTTP reçue par le serveur. Cet objet contient des informations sur la requête elle-même, telles que les paramètres, les méthodes utilisées, est-ce que la requête est envoyée avec une méthode GET ou bien POST, hein, et d'autres détails importants de la requête HTTP qu'on verra dans les prochaines séances, Inch'Allah. Alors, quel est le rôle de cette fonction? Quel est le rôle de cette fonction? Donc, vous avez toutes les étapes en détail, le support que je vous ai envoyé. Quel est le rôle de la fonction que je viens de créer? À quoi sert? Allez-y. À quoi sert? À quoi sert la fonction? Afficher les tables, monsieur. Très bien, c'est afficher les tables, c'est-à-dire interagir avec les modèles pour récupérer le contenu de la table produit, c'est ça? Elle va d'abord récupérer le contenu de la table produit et puis l'envoyer au template pour l'afficher ou
utilisateurs. Alors, la première étape, c'est de récupérer le contenu de la table product, de la table produit. Alors, je dois d'abord importer ma table. Donc, c'est from models import la table product. Je dois importer d'abord la table product. Et par la suite, je vais lire le contenu de la table product avec la fonction. Donc, c'est avec la commande object, enfin, product.objects.all. Voilà, ça veut dire quoi ça? Product. Donc, ça, c'est le nom de la table. Je vais récupérer le contenu de cette table en tant qu'objet. Hein. Je vais lire le contenu de toute la table en tant qu'objet. Ou bien, je vais récupérer tous les objets de cette table. Ça correspond à quoi en SQL? Attendez, à quoi ça correspond en SQL? Select étoile from projet. Très bien. C'est select étoile from product. C'est exactement ça. Maintenant, je vais stocker le résultat dans une variable. Ça sera par exemple produit avec S qui est égal à ça. Très bien. Donc là, j'ai récupéré le contenu de la table product et je la mets dans une variable produit. L'étape suivante maintenant, c'est d'envoyer ces informations, ces produits vers un template pour l'afficher. C'est le template index.html que je viens de créer. Maintenant, je dois utiliser la fonction render ensuite, qui va prendre comme paramètre en entrée toujours la requête, c'est la même requête HTTP. Maintenant, je rajoute le template que je vais retourner sur le index et le dictionnaire de données que je vais l'envoyer vers ce template. Donc, je vais les mettre sous forme d'un dictionnaire clé-valeur. Donc, ça, c'est la clé et à côté, la valeur. La valeur, c'est la liste des produits. Voilà. Mais je vais les envoyer dans une variable. OK? Donc, ça, c'est la valeur et ça, c'est la clé. La valeur, voilà, c'est la liste des produits. Mais je dois envoyer ces produits dans une variable. Je vais l'appeler, par exemple, product. Hein. Donc, ça, c'est la clé valeur, hein, tout simplement. Alors, la fonction render est utilisée pour combiner un dictionnaire de données. Donc, ça, c'est un dictionnaire de données avec un template et renvoyer une réponse HTTP. Donc, c'est pour passer ou bien associer des données à un template. Donc, là, j'ai récupéré la liste des produits. Maintenant, j'ai envoyé la liste des produits dans une variable product. OK? J'ai envoyé la liste des produits dans une variable, bien, liste product, vers le template index. Donc, c'est bon, on est battu. La liste des produits vers le template index.html. Voilà, donc la fonction render, c'est pour combiner un dictionnaire de données clé-valeur avec un template et renvoyer une réponse HTTP. Voilà, il nous reste quoi? Je rappelle comme dernière étape. Oui. Parce qu'en fait, sur le web, je vais envoyer une requête HTTP et je vais renvoyer une réponse HTTP. C'est bien la fonction render qui nous permet de renvoyer une réponse HTTP. Bon, ça existe, je pense, une autre méthode. Hein. Donc, on peut soit utiliser render, soit nous avons une autre fonction. Mais je préfère travailler avec render. Hein. Oui. L'intérêt c'est la liste du produit que j'ai envoyé vers le template index. La liste du produit que j'ai envoyé vers le template index sera accessible via l'URL que j'ai défini précédemment. Donc, l'URL. D'accord? Donc, à partir de cette URL, je dois accéder vers le template
.html. C'est ça. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Il nous reste quoi comme dernière étape? Modifier index.html. Très bien. Nous allons maintenant modifier le fichier index.html. C'est-à-dire, nous allons choisir comment on va afficher ces données aux utilisateurs dans les templates. Voilà. Voilà. Pour cela, nous allons modifier le fichier index.html, ce fichier-là. Donc, c'est un fichier HTML, très bien. Nous allons le modifier pour afficher les données envoyées à partir de la fonction views. Ça. Donc, j'ai envoyé les produits dans une variable product. Hein. Donc, je vais récupérer cette variable product et la mettre dans le body de index. Alors, je peux tout simplement mettre ça, product, CTRL S. Je vais actualiser ici. Alors, qu'est-ce qui me manque? Attendez, je reviens vers Views. Est-ce que je vais sauvegarder CTRL S et vers. Je supprime ça, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Alors, les URL, voilà, CTRL S. Est-ce que le serveur est en démarrage? Projet non named project app in. J'ai pas cette information. C'est au niveau de from project app in import views. Non, c'est pas ça. C'est from. C'est pas la bonne commande, c'est from étoile. Voilà, CTRL S. Très bien. Je vais actualiser. J'ai d'autres erreurs. Name produit.url.py. Alors, c'est les URL de mon projet. Donc, je vais ouvrir le projet URLs. Donc, là, j'ai mis produit. Donc, est-ce qu'il me manque? Je pense que il me manque quelque chose. Donc, à partir de la chaîne vide, je vais import. Ah, c'est pas ça. Donc, c'est juste IRS. Voilà. C'est juste le nom hein, sans l'extension. Voilà. Je sauvegarde. J'ai toujours CTRL S. Je vais attendre un peu. Ok, je vais relancer le serveur. Voilà. Ok. Alors, c'est une liste produit. Alors, c'est quoi le problème? C'est liste réduite produit. C'est le même schéma. Hein? Ok, liste. Donc c'est exactement le même schéma. Je ne sais pas pourquoi il m'indique cette erreur. C'est liste. Produit avec S. Voilà les deux chemins accessibles pour le moment.
liste produit ne fonctionne pas. Alors, je me suis trompé quelque part. Je vais juste revoir mes instructions. Alors, donc là, c'est à partir de PAF. Je vais include le nom de l'application et j'ai rajouté ça. Maintenant, dans l'URL de mon application, j'ai rajouté le PAF, c'est dans la liste produit. Ok, je mets ça. Voilà, et à partir de ça, j'exécute la vue. Ok, alors nous avons une erreur quelque part. Product, affiche produit, evident return, HTTP response object to views. Alors, je vais juste revoir ma fonction. Donc c'est return et puis return, j'ai oublié le return, pardon. Voilà, donc c'est return. Voilà. Très bien. Alors, voilà la liste de mes produits. Hein. Donc là, j'ai mis l'index, j'ai mis product. Parlons des doubles accolades, ça. Donc, alors, je vais parler de ça juste après. C'est pas grave. Alors là, j'ai affiché ce que j'ai envoyé dans Views. J'ai affiché ça. OK? Voilà ce qu'il m'a donné. C'est un query set. Hein. C'est un query set avec des objets à l'intérieur. Je rajoute d'autres produits. Je vais insérer d'autres produits juste pour voir. Ce serait produit 2 par exemple, n'importe quel prêt, n'importe quelle catégorie, n'importe quel ingrédient. Voilà. Je vais actualiser. Très bien. Donc là, j'ai deux objets produits. Product object 2. Alors, pour afficher la liste des produits, je dois parcourir cette liste. Je dois parcourir cette liste et afficher pour chaque objet, par exemple, le nom ou bien le prêt. C'est pour ça que je dois modifier encore mon fichier template en utilisant une boucle. Alors, je rajoute accolade pourcentage. Je vais parler de ça juste après. Alors, je mets for, par exemple, produit in product, donc c'est une syntaxe sur Python. Ça veut dire quoi? Pour chaque... Donc là, je vais parcourir ça. Je vais parcourir la liste product en prenant chaque objet, chaque instance comme produit. Donc, voilà l'explication de cette instruction. Donc, for produit in product, pour chaque objet produit dans la liste des produits. Maintenant, bon, je peux rajouter quelque chose de significatif. Par exemple, je mets H1, voilà. Donc, voici la liste du produit. Très bien. Je vais afficher la liste dans une liste non ordonnée. Par exemple, je mets UL, c'est pour insérer une liste non ordonnée. Et chaque produit, je vais l'afficher dans une liste item, comme ça. Voilà. Très bien. Donc, pour chaque objet dans cette liste d'objets, je vais afficher quoi? Donc, là, c'est le nom d'objet, point. Pour chaque objet, je vais afficher, par exemple, le nom, point name. Vous pouvez rajouter point price si vous voulez afficher le prêt, ainsi de suite. Et je ferme ma boucle avec end for. Voilà. Donc là, je vais parcourir ma liste et afficher pour chaque objet produit le nom correspondant. Alors, voici la liste des produits. C'est pas le nom. Oui, c'est made of models. Il faut utiliser, donc c'est name. Hein. Donc, product name. C'est quoi le problème? Ah, c'est produit, hein, c'est pas product. Je l'ai nommé là, produit. Donc, pour chaque produit, j'affiche le nom.
Alors là, je vais parcourir ma liste des produits en considérant chaque ligne, chaque instance, chaque objet comme produit, et j'affiche pour chaque produit son nom. Pour chaque objet, son nom. Très bien. Donc, voici la liste des produits disponibles. Donc, j'ai ces deux produits. C'est exactement les mêmes que j'ai insérés dans mon espace d'administration. Alors, cet espace, ça c'est pour les administrateurs de l'application, c'est pour nous, les développeurs de l'application. Ça c'est pour les utilisateurs, hein, c'est pour les clients de notre application. Les clients, ils peuvent accéder à la liste des produits disponibles, ou bien ils peuvent consulter la liste des produits disponibles à partir de cette URL. D'accord? Donc à partir de cette URL, je vais fournir la liste des produits disponibles au public. Alors, c'est exactement une application directe de... Alors, attendez, je vais d'abord parler de ça. Donc, c'est quoi? Alors, l'accolade pourcentage et la double accolade font partie du langage de template de Django. Alors, il faut savoir que le framework Django est un framework full stack. Ça veut dire quoi, un framework full stack? Ça veut dire que on peut développer le côté, ou bien il permet de gérer à la fois le côté serveur et le côté front, le côté utilisateur. Donc le côté serveur, c'est clair. Maintenant, pour le côté front-end, pour le côté affichage, nous avons l'accolade pourcentage et la double accolade qui font partie du langage de template de Django. Alors, accolade pourcentage, ça c'est pour utiliser lorsque vous avez une expression, comme une opération logique ou bien une boucle. Par exemple, j'ai une boucle. Donc pour les boucles, on utilise l'accolade pourcentage. La double accolade, ça c'est pour accéder simplement à une variable, afficher les données d'une variable, comme ce que j'ai fait ici. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans ce TP? Je reviens vers le modèle invité. Donc j'avais une requête HTTP. Quels sont les produits disponibles? Donc, l'utilisateur a envoyé une requête HTTP. Quels sont les produits disponibles? Je vais répondre à cette requête. Alors, Django commence par définir le chemin utilisé pour renvoyer une réponse HTTP. Donc, le chemin URL, c'est le premier point d'entrée de votre application. Définir un chemin URL qui sera utilisé pour répondre à une requête, c'est la première des choses à faire. Je vais répondre à cette requête. Je vais afficher la liste des produits disponibles via cette URL. Est-ce que c'est clair? Vous êtes là? Oui, monsieur. D'accord. هضروا شوية من ذاك باش ما نحسش روحي tout seul. Alors, le chemin URL, on a dit que c'est le premier point d'entrée de notre application. Très bien. Alors là, j'ai commencé par définir le chemin URL. C'est le premier point d'entrée de notre application. C'est bien le chemin URL via lequel je vais afficher la liste des produits. D'accord? La liste de produits sera accessible à partir de ce chemin URL, ce chemin-là. Voilà, c'est liste produit. Alors, en bas, on doit associer à cette URL une fonction, une view. C'est bien la fonction qui va traiter la requête. C'est bien la fonction qui va répondre à notre requête. C'est bien la fonction qui va afficher la liste des produits. OK? Donc, j'ai associé une view qui s'appelle afficher produit. Ça veut dire, une fois qu'on se trouve sur cette URL, une fonction sera exécutée. Tout simplement, c'est ça. Une fois nous avons cette URL, on a une fonction qui sera exécutée en arrière-plan. C'est bien la fonction qui va nous répondre à la requête quels sont les produits disponibles. En bas de la fonction, elle va interagir avec les modèles pour récupérer les données nécessaires à partir de la base de données. Donc, je vais vers Views
voilà la fonction afficher produit. Elle va interagir avec la base de données pour répondre à la liste des produits. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a récupéré la liste des produits à partir de la table product qui est définie dans les modèles. Donc, elle doit j'ai cette interaction entre views et models. Par la suite, une fois les données sont récupérées pour les afficher, j'ai besoin d'un template. Alors, l'étape suivante, c'est d'envoyer ces données vers un template HTML pour les afficher. C'est exactement ce que j'ai fait, Naya. Donc, return render. Donc, renvoyer une réponse HTTP en envoyant ces données. Donc, les données, c'est produits, la liste des produits. Je vais les mettre dans un variable product et l'envoyer vers le template qui s'appelle index.html. Donc, j'ai combiné, ou bien j'ai associé un dictionnaire de données avec un template. J'ai envoyé des données vers un template. D'accord? Et l'étape finale, c'est d'afficher ce template via cette URL précédemment définie. Donc, je commence par définir l'URL, j'ai fait un traitement et je reviens vers l'URL. C'est pour accéder à ces données. D'accord? Voilà, je reviens donc les données vers le index.html. Donc, avec l'index.html, je dois préciser comment afficher ces données. Est-ce que je vais les afficher sous forme des listes, tableaux, etc. C'est juste de définir le format d'affichage de vos données. C'est très, très facile. Ça ne pose aucun problème. Voilà. C'est ça le TP d'aujourd'hui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas est-ce que c'est clair pour tout le monde, parce que Racom Secting, depuis qu'on a commencé le TP, j'espère que c'est clair. Est-ce que vous avez... Oui, c'est clair. Ok, très bien. Donc, si vous avez des questions là, avant de clôturer. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, la page de views. La page. تقدر دير غير une seule fonction باك نديرو Non, فيها je peux définir d'autres fonctions. Je peux définir d'autres. Donc le fichier views, toutes les fonctions dans notre application, on va les définir ici. Gars, les fonctions de l'application produit, on va les définir ici, dans ce fichier-là. D'accord? Donc, c'est le fichier qui met le modèle. Le fichier modèle, on a défini les modèles, les tables. Voilà, c'est exactement le même principe avec le views.py. Monsieur, la dernière fois في TP كي نروحو ندخلو لا باج ادمين كي افيشي لنا هذوك لي طابل تاعنا راهو كان يزيد له الاس في لا فان تاع الاس. Oui, je vais vous parler de ça la prochaine séance, Inch'Allah. Oui, les tables avec S, même quand j'ai une voilà, catégorie avec S, ingrédient avec S, product avec S. Donc rappelez-moi le prochain TP, à la fin du prochain TP, je vais parler de ça. D'accord, merci. Très bien, c'est mon question. D'autres questions? Ça va, vous êtes nombreux. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes intéressé par le TP ou là, c'est parce que la présence est obligatoire. On est intéressé, monsieur. Ah, ok, j'espère bien. Alors. D'autres questions? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, قبل ما ندير run server يعني نديرو ls باش ندخلو قبل. Non, LS, c'est pas obligatoire. Donc, LS, c'est pour visualiser en fait, les sous-répertoires accessibles à partir de chemin actuel. Attendez. Donc, là, par exemple, je suis dans projet 2. Pour lancer run server. Voilà. Run server, ça veut dire quoi? Donc, c'est dans Python, donc c'est commande Python. Je vais utiliser le fichier manage.py qui va nous permettre de lancer le serveur. Donc, le manage doit être ici, doit être accessible à partir de ce répertoire. Donc, je mets ls. Est-ce que j'ai le manage ici? Donc, ls. Voilà. À partir de. Donc, je suis dans projet 2. Donc, là, il y a projet 2. Là.
voilà les sous-répertoires accessibles. Vous avez App 1, hein, donc c'est App 1, vous avez Projet 2, Produit, Database et le Manage. Donc ici, à partir d'ici, je peux lancer cette commande sans aucun problème. Donc on a LS, malheureusement, il y a ne touche bien le TP système l'année passée, hein, donc vos collègues. C'est dommage, c'est très dommage. Donc, le candidat bien le type système d'exploitation l'année passée, vous n'allez trouver aucune difficulté avec ces commandes CD, LS, etc. Mais c'est pas grave. Donc, LS, c'est pour afficher les sous-répertoires. OK? Donc, Oui, monsieur, merci. parce que si je mets CD 2 points, c'est-à-dire revenir en arrière. Donc, CD 2 points, RANIF TP4. Si je mets LS, non, là, j'ai pas le manège. Et donc, si je lance cette commande, ça ne marchera pas. Parce que le manège n'est pas directement accessible à partir de TP4. C'est pour ça que je dois accéder vers le projet 2, là où j'ai le manège, voilà. Et je peux tout simplement exécuter la commande run server. Voilà. Monsieur, Yes. كي درت هادي run server يخرج لي نص such file or directory. Je pense خرجت le même. Can't open file. Même t'accéder, je pense. Ah, c'est cette erreur. No such file or directory. Oui, monsieur, oui. Voilà. Moi, je te bien maintenant parce que je parle de ça. Parce que le manage marouche directement accessible à partir de votre répertoire actuel. Hein. Est-ce que avec le manage, donc, mettez LS. Monsieur, درت كيما قلت لي LS après دخلت للبروجي ديالي. Est-ce que, oui, qui dit LS, est-ce que خرجت le manage comme sur Oui, le monsieur, répertoire? خرج لي. Oui, monsieur. Normalement, ça doit être marché. Normalement, ça marche. Je ne sais pas exactement. Alors. D'autres questions avant de terminer? Abdelnour Zaghib, est-ce que vous avez des questions? Zaghib Abdelnour, est-ce que c'est clair? Il n'est pas là? Ah, ok. C'est clair? Ok. Il n'est pas là apparemment. Alors, en clôture, là, vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Les autres? Oui, monsieur. Très bien, d'accord, très bien. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre présence. Alors, juste avant de quitter la réunion, voilà, donc vous laissez en commentaire le nom, prénom et le groupe. Ok, donc chacun écrit son nom, son prénom et le groupe en commentaire, hein, donc avant de sortir. Voilà, je vous remercie pour votre présence et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.